Bonjour, bienvenue sur cette chaîne métaphysique. On m'appelle Sri Euseb Awandjin. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Ici, nous abordons les thématiques ayant relation avec la nature, mais beaucoup peuvent se demander est-ce qu'on parle de l'environnement, on parle de l'écologie, tout ça a une relation avec la nature. Mais nous ne parlons pas de ça, mais nous parlons des thématiques, toutes formes de thématiques ayant relation avec la nature, mais dans un domaine métaphysique. Vous voyez? Parce qu'en réalité, la métaphysique nous permet de comprendre les choses dans leur identité. La métaphysique nous permet de cerner les choses dans leur éthique primordiale. La métaphysique nous permet d'étudier la codification scientifique des choses, mais dans la nature profonde. Tout domaine ou tout élément factuel ou non factuel de l'univers ou dans la nature peut être abordé dans la métaphysique. Voilà pourquoi j'appelle la métaphysique une connaissance ou la connaissance des causes premières dans leurs racines. Un métaphysicien, c'est quelqu'un qui remonte à la racine des choses pour en ressortir la véritable quintessence. Alors, je salue tous ceux qui se sont inscrits pour le séminaire de demain et je passe par cette vidéo pour les demander d'aller dans le canal de la formation. Il y a une information très importante que j'ai mis dedans et pour demain. Il y a une préparation très importante que vous devez faire pour l'événement de demain. Donc, allez dans le canal, l'information est disponible dans le canal. Alors, avant de commencer, je demande à tout un chacun, vous qui me suivez, abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez les vidéos, poussez les j'aime. Si vous avez des diverses questions, posez. Le thème de notre entretien ou de l'entretien de ce matin s'intitule le code de la guérison. Extrait de la technologie et magie des mannes ancestrales. Le code de la guérison. Un extrait de la technologie et magie des mannes ancestrales. Alors, avant de commencer, vous devez comprendre une chose. Nous sommes tous dans un enjeu. Oui. L'univers est un enjeu. Un enjeu au sein de l'océan de vie. Donc, en réalité, tout ce qui se déroule, tous les événements qui se produisent dans l'univers participent, à un enjeu grandiose, à un enjeu universel, à un enjeu en fait fondamental. Cet enjeu qui est symboliquement l'équilibre divin. L'enjeu dans lequel tout se trouve, l'enjeu dans lequel toutes les choses sont, c'est l'équilibre divin. Oui, l'équilibre divin. Ça vous étonne que je parle de l'équilibre. En réalité, on ne peut pas parler de la guérison tout en excluant la notion de l'équilibre. Que disent la spiritualité ancestrale de l'équilibre?
Je cite, toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Alors, à partir de cette signification de la notion de l'équilibre, c'est quoi fondamentalement l'équilibre? L'équilibre, c'est lorsque chaque chose se trouve dans sa vraie place, vous voyez, dans son véritable identité et qui joue son véritable rôle, mais tout en étant un élément de complémentarité à un autre élément qui se retrouve qui est aussi à sa vraie place dans son véritable identité et qui joue son véritable rôle. C'est ce que c'est que l'équilibre. Et ça, si vous comprenez. En réalité, l'équilibre, c'est le seul mot du fonctionnement de la vie. Le fonctionnement de la vie s'exprime en équilibre. Toutes les forces, entités ou énergies faisant partie de la vie et étant aussi des passerelles de vie s'expriment dans leur fonctionnement à travers l'équilibre. Je pense que vous commencez par me comprendre. Alors, à partir de cette explication, beaucoup peuvent se demander, mais quelle relation cela a avec le thème? Avant de commencer, comprenez d'abord ce que c'est que les manes ancestrales. Les manes ancestrales constituent une légion cosmique. Parce que chaque chose dans la nature, même la nature elle-même, est repartie en 7 grands plans, qu'on appelle les 7 dimensions de la nature ou les 7 dimensions du serpent. Parce que symboliquement, la nature, dans la tradition de nos ancêtres, dans la spiritualité ancestrale, est représentée par un métonnétaire qu'on appelle Isis. Vous comprenez? Isis. Alors, Isis, dans les hiéroglyphes qui sont associés à Isis, il y a un hiéroglyphe très marquant qu'on appelle le serpent. Vous comprenez? Le serpent. Le serpent, dans son identité première, symbolise la vie. Il symbolise le courant de vie. Il symbolise tout simplement la vérité, l'intelligence. Mais le serpent symbolise l'équilibre. Donc, en réalité, la forme première initiale de toutes les énergies, c'est le serpent. C'est-à-dire que la forme première initiale de la nature même est le serpent. Voilà pourquoi on associe le serpent en tant qu'hiéroglyphe au métonnétaire que j'appelle le métonnétaire Isis ou à la divinité Isis, au Nietzsche Isis. Vous comprenez? Alors, donc, à partir de cette explication, vous comprenez par là que la nature est une matrice. Vous voyez? Une matrice d'intelligence. Mais une matrice qui est en fait fondamentalement le pilier de la vérité divine. C'est la matrice, c'est même la matrice synthétique de la vie. Oui.
la vie. En réalité, la vie circule dans la nature. La nature, c'est le champ de circulation à la vie. Vous voyez? Mais au même moment, la nature est en même temps la matrice synthétique de l'intelligence universelle et divine. Vous comprenez? Donc par là, si on va entrer dans la science des énergies, on va dire que la nature est un serpent, où le serpent symbolise dans les premières configurations de son identité, ou les premières compréhensions de sa configuration identitaire, la nature. Vous voyez, Isis. Bien. Le serpent est composé de 7 vertèbres, 7 plans, comme la nature, à l'image de la nature dont il est la symbolique, aussi composée de 7 grandes dimensions. Parce que en réalité, dans la nature, le temps et l'espace se sont fusionnés. Donc les 7 dimensions dont je parle sont les 7 fonctions ou les 7 étapes de l'évolution de la fusion du temps et de l'espace à travers la nature. Vous comprenez? La première dimension, c'est la dimension physique, ce qu'on appelle le monde physique, le plan physique. La seconde dimension, c'est la dimension double éthérique ou la dimension vitale, le monde double éthérique ou le plan vital. La troisième dimension, c'est la dimension astrale ou le monde astral de la nature. La quatrième dimension, c'est la dimension causale. Dans d'autres sciences, on appelle ça la dimension ancestrale ou le monde ancestral. La cinquième dimension, c'est la dimension mentale ou le monde mental ou le plan manasique. La cinquième dimension, ou la sixième dimension plutôt, c'est la dimension du monde, c'est la dimension bouddhique, ou je vais appeler la dimension osirienne. La dimension osirienne, ou tout simplement la dimension du subconscient naturel, le subconscient de la nature. Et le dernier, c'est la dimension atomique, ou le monde Atman. Vous comprenez? Vous voyez? Ou le monde Atman. Alors, chaque dimension énonce une fonction identitaire de la nature. Chaque dimension représente, je vais dire, un centre opérationnel des fonctions identitaires de la nature. La dimension qui nous intéresse le plus ici, c'est la dimension manasique. Oui, la dimension manasique, ou la cinquième dimension. En réalité, la cinquième dimension, c'est la dimension mentale. Or, le mental, comme le dit le mot, mental ou mental,
qui veut dire mémoire profonde. Vous voyez? Donc le mental, c'est l'indice capacitaire de la nature. Cette dimension représente l'indice capacitaire de la nature. C'est l'instance qui rend possible ou qui rend capable toute possibilité de la nature. Ça veut dire que c'est cette instance qui représente, je vais dire, la force proactive même de la nature ou la force proactive de toute chose. Vous comprenez? La force proactive de toute chose. Sans le cinquième plan, c'est comme la nature est dépouillée de sa possibilité de proactivité, de sa possibilité capacitaire. Vous voyez? Alors, ceci étant dit, vous devez comprendre par là que les bases ancestrales ne sont qu'une légion capacitaire des ancêtres. Mais alors, quoi un ancêtre? Un ancêtre, c'est tout simplement un défunt dont l'énergie ou l'âme a retrouvé la lumière du jour. En fait, c'est un défunt dont l'âme a pu reconquérir dans la lumière du jour son innocence. Est-ce qu'on me comprend? Or, c'est dans l'état d'innocence s'exprime même la totalité de la connaissance divine. Vous comprenez? Toute la connaissance dans son immensité trouve de repères et s'exprime dans l'innocence des choses. Vous voyez? Chaque être humain, vous voyez, dispose fondamentalement d'un mana. C'est ça qui fait de lui un être humain. Parce que humain vient du mot human, qui vient du mot mana. Donc, quand on dit un être humain, c'est un être manasique. C'est un être manasique. Un être qui dispose, un être divin, mais qui dispose d'une capacité ou d'une instance capacité active. C'est ce que c'est qu'un être humain. Par contre, les autres espèces, ils disposent aussi d'une instance capacité, mais peut-être passive. Mais l'être humain est cette espèce qui dispose, cette espèce divine, cet être divin qui dispose d'une instance capacité même active. C'est-à-dire a le pouvoir et l'autorité de disposer ou d'exploiter son instance capacité mais de façon active. Vous voyez? Alors lorsque vous restez dans cette incarnation, lorsque vous restez dans une incarnation, vous laissez l'incarnation, lorsque votre âme se retrouve dans l'au-delà, il doit s'ancestraliser. L'ancestralisation de l'âme, c'est lorsque l'âme, après avoir traversé la frontière entre le monde des vivants et le monde des défunts, en fait, il doit parvenir à s'éveiller à la lumière du jour. C'est-à-dire se refusionner à la lumière du jour. C'est ce qu'on appelle la lumière de Ré ou la lumière du soleil. C'est dans cette fusion-là qu'il retrouve la pureté de son être, son innocence. Et c'est cette innocence-là qui fait de lui un ancêtre.
Vous comprenez? C'est ça qui fait de lui un ancêtre. Donc, en réalité, tous les défunts ne sont pas les ancêtres. Tout défunt n'est pas un ancêtre. Mais un ancêtre est fondamentalement un défunt. Vous comprenez? Tous les défunts sont dans le monde astral. Mais tous les défunts ne sont pas dans le monde causal. Il n'y a que les défunts qui se sont ancestralisés qui rentrent dans le monde causal. Vous voyez? Alors, maintenant, les mannes ancestrales là, où le man de cet ancêtre devient très important. Parce que la manne là, cette manne, c'est-à-dire cette instance capacitaire, dispose alors de la totalité du cheminement, totalité de la connaissance. Vous voyez, qui a poussé, qui a permis à la personne de parvenir à l'ancestralisation de son être, à l'ancestralisation de son âme. Donc cette connaissance demeure une source utile aux autres âmes qui sont sur le chemin. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Afrique, nous n'ignorons pas les mannes ancestrales. Vous voyez? Mais sauf que les mannes ancestrales, un tout ancêtre, le man de tout ancêtre n'est pas important, mais les ancêtres d'une manne, tous sont importants. Parce que, en fait, l'enjeu, c'est de parvenir à s'ancestraliser. Et lorsque vous finissez l'ancestralisation, l'autre chose, c'est que votre man s'incruste maintenant dans la mémoire cosmique et devient maintenant un levier de la mémoire cosmique. Donc là, maintenant, on dit que l'individu fait partie des mannes ancestrales. Vous comprenez? Et les mannes ancestrales, quoi qu'on dise, comme je vous l'ai dit, c'est l'instance capacité des ancêtres. C'est ce pouvoir qui rend toute possibilité capable. Vous comprenez? Alors, ce qui différencie les mannes ancestrales des ancêtres ou de toute autre chose, c'est que les mannes ancestrales sont sources de magie. Oui. C'est quoi la magie? Cela retourne encore à l'innocence. La magie, symboliquement, signifie le retour à l'innocence. Et quoi de vous retourne véritablement à l'innocence? C'est votre âme, mais c'est en même temps votre mémoire, votre mana. Je répète, quoi de l'être retourne à l'innocence? C'est l'âme, c'est la mémoire de l'âme, de l'être, les deux. Donc, la magie, c'est le retour à l'innocence. La magie, c'est notre droit divin. Le droit que chaque être a d'être, de faire partie ou d'être, ou de demeurer une fonction inhérente à l'équilibre divin ou à l'équilibre de l'océan de vie. Je sais si vous me comprenez. Je sais si ça commence par être clair dans votre tête. Donc, quand on parle de la magie, c'est un cheminement. Les mannes ancestrales ou notre mémoire est une instance de magie. C'est une instance d'innocence. Voilà pourquoi
dans les lois, la première loi hermétique dit tout est esprit, l'univers est mental. Vous voyez ce que ça veut dire? Tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire, l'esprit est le tout. Vous comprenez? Mais en fait, la manifestation de ce tout passe par son instance capacitaire. Vous comprenez? Alors là, que pouvons-nous dire de la magie? La magie, c'est un ensemble de connaissances qui permet le fonctionnement des mannes ancestrales. Parce que les mannes ancestrales sont source de magie. Les mannes ancestrales, c'est en fait même le pilier de la véritable magie. La magie, c'est lorsque l'âme affranchie agit. Je répète, la magie, c'est lorsque l'âme affranchie agit. Alors, pour agir, il faut avoir la possibilité. Pour agir, il faut avoir alors encore la capacité qui rend possible votre envie ou désir d'agir. Vous comprenez? Vous comprenez la relation maintenant entre la magie et les mannes ancestrales? Les mannes ancestrales constituent une instance capacitaire des ancêtres, ou d'un ancêtre ou des ancêtres, une instance capacitaire universelle. Alors, la magie étant l'art d'agir, l'art d'agir de l'âme. Vous comprenez? Alors, les mannes ancestrales représentent cet élément, cet ensemble d'éléments, vous voyez, qui rend capable l'âme à agir, qui rend capable l'âme dans sa possibilité, ou qui rend capable la possibilité d'agir de l'âme. On ne peut pas dissocier les mannes ancestrales de la magie. C'est impossible. C'est impossible. Les mannes ancestrales représentent même la base de la magie. Voilà pourquoi tout apprenti magicien, tout magicien avéré, je répète, tout apprenti magicien, tout magicien avéré, c'est que le pilier même de ces opérations magiques demeure son mana ou sa mémoire ou son indiscapacité. Alors, c'est quoi alors la technologie? La technologie, c'est tout simplement la magie manifestée. Est-ce qu'on me comprend? La technologie, c'est un ensemble de processus qui permet de démontrer, de mettre en démonstration en fait la magie. La magie qui est le retour à l'innocence, la magie qui est l'âme, qui est l'agir de l'âme. Vous comprenez? Donc, magie et technologie, les deux se complémentarisent. Parce que, en fait, la technologie, la magie et la technologie ont quelque chose en commun, c'est l'intelligence. Vous comprenez? Parce que la magie fait agir une forme d'intelligence, permet de faire agir une forme d'intelligence. Par contre, la technologie permet de
démontrer. Vous comprenez? Ça permet de mettre en démonstration une forme d'intelligence. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, tout cela, en quoi le code de la guérison est-il un extrait? En est-il un extrait? Ou est-il un extrait? La guérison, gardez clair, que ce soit clair dans votre tête. La guérison, c'est l'art d'équilibrer. La guérison, c'est l'art d'équilibrer. Quand on dit que quelque chose est malade ou a un embonpoint, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. La guérison, c'est un ensemble de processus qui permet de ramener l'équilibre. Comme l'a dit le principe, comme le dit toujours le principe de l'animisme, toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc en réalité, la véritable guérison, c'est lorsque il y a équilibre entre l'âme, l'esprit et l'énergie du corps, l'énergie du corps à travers le corps. C'est lorsque, en fait, le corps exprime l'équilibre qu'il y a entre l'énergie, c'est-à-dire le cas, l'âme et l'esprit. C'est ça, si vous me comprenez. C'est profondément ça d'abord. Parce qu'en réalité, le corps dans lequel vous êtes, ou le corps qui vous porte, n'est qu'un élément effet. N'est qu'un élément effet. Ce n'est qu'un centre opérationnel. Mais il vient d'une racine qu'on appelle le prana ou le ka. Vous comprenez? Maintenant, c'est lorsque ce ka-là, ou le prana-là, connaît un déficit là, c'est en ce moment que le corps va se préoccuper à exprimer ce déficit-là à travers des divers mots. Et c'est ça qu'en ce moment que vous dites que vous êtes malade. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, ce que la médecine moderne actuelle a perdu, c'est les connaissances connaissances par lesquelles on traite d'abord le cas. Parce que ce que vous ressentez dans le corps n'est qu'un effet d'un déconvenu au sein de l'énergie vitale, au sein de l'âme aussi. Parce que je vais donner un exemple. Quand je dis âme, beaucoup de personnes peuvent se poser des questions. Votre corps physique est malade. Vous comprenez déjà que c'est votre cas, votre énergie vitale qui a connu un déficit. Mais lorsque l'énergie vitale connaît un déficit et le corps commence par exprimer ce déficit-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on se retrouve dans un état émotionnel. Ou bien, quand on est malade, quand le corps est malade, on se retrouve dans un état émotionnel. On se met en même temps dans un état émotionnel. Ça veut dire qu'en fait, on sait que l'état émotionnel, les émotions ne sont que des éléments agrégats de l'âme, dans l'âme. Donc, pourquoi, lorsque le corps est en train d'exprimer une maladie, nous-mêmes on se retrouve, cela impacte notre état émotionnel. Pourquoi? Cela veut dire quoi par là? Lorsque votre énergie vitale chope un déficit et le corps, en fait, pour que le corps l'exprime, il faut une abrogation de votre âme. C'est ça qui explique le fait que quand vous êtes malade, vous êtes dans un état émotionnel différent. Vous comprenez? Alors, les maladies ancestrales, je vous assure,
représente ou est véritablement la plus grande instance de la guérison. La plus grande instance du code de la guérison. Les gens vont se dire comment? Oui. En réalité, les mondes ancestrales disposent de deux éléments essentiels qui représentent les fonctions premières de la nature. Il s'agit de la fertilité et de la virilité. Alors, la fertilité est un attribut énergétique des mondes ancestrales voilà, qui permet aux mondes ancestrales de demeurer en quelque sorte une source, un fondement à toute forme d'équilibre. Vous comprenez? Quelque chose qui est fertile, c'est quelque chose qui en fait se retrouve encore, je vais dire, dans la pureté de sa nature. Dans la fertilité énonce la pureté. Vous comprenez? Alors, à partir du moment dont vous êtes malade, ça veut dire que en fait, votre énergie est infectée. Donc votre énergie est impure. La virilité énonce la ténacité. Vous voyez, le tonus et la pleine, je vais dire bien, ou le bien-être. Vous comprenez? Donc à partir du moment dont vous vous sentez bien, vous vous sentez en forme, on est dans un certain bien-être. Donc en fait, la fonction de la fertilité et de la virilité des mondes ancestrales représente le code de la guérison. C'est ça la vérité. Le code de la guérison. Parce que la guérison, donc vous comprenez par là que la guérison est composée de deux choses. Fertilité et virilité. La guérison, c'est lorsque vous retrouvez votre état pur, votre pureté naturelle. La guérison, c'est au même moment lorsque votre être exprime son bien-être. Vous voyez, son bien-être et retrouve son état d'harmonie. Donc, la fertilité et la virilité, c'est les deux fonctions qui constituent le code de la guérison, selon les mânes ancestrales. Voilà pourquoi je dis les mânes ancestrales sont source de guérison absolue. Les mânes ancestrales sont source de santé illimitée et infinie. Ce n'est pas pour rien que en Afrique, dans la tradition et dans nos pratiques coutumières, lorsque quelqu'un est malade, on utilise des feuilles et des pratiques magiques. Vous savez ce que représentent les feuilles? Les feuilles représentent tout simplement la puissance magique. Les feuilles représentent la puissance magique. L'art incantatoire et sorcier représente la connaissance magique. Alors, vous allez constater que dans la médecine traditionnelle, pour guérir quelqu'un, on associe la phytomagie ou la phytothérapie, vous voyez, à l'art, je vais dire, à l'art incantatoire et sorcier. Parce qu'on estime que les feuilles, en fait, vont venir, je vais dire, la puissance magique à travers les feuilles
dans un processus de guérison par les mannes ancestrales, va venir en fait créer une condition, une condition pouvant permettre à l'énergie de l'individu d'accepter le nouveau équilibre et d'accoucher cet équilibre dans le corps physique. Et en fait, d'imposer cet équilibre aussi au corps physique. Par contre, l'art incantatoire et sorcière, c'est ça qui va venir en fait créer maintenant l'équilibre au sein du cas. Et lorsque l'équilibre est créé au sein du cas, c'est en fait la puissance magique à travers les feuilles qui doit maintenant, je vais dire, rendre disponible des conditions, une bonne condition par laquelle cet équilibre créé va s'installer, se développer et s'imposer maintenant aussi au corps. C'est ça en réalité. Et c'est ça la pleine guérison, la guérison entière. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un en utilisant juste les feuilles et en excluant l'art incantatoire sorcière. Encore que vous savez que la sorcellerie, c'est pas ce que je ne fais pas de la sorcellerie maléfique. C'est ça en vérité. Voilà le pourquoi la médecine moderne n'est pas faite pour guérir. La médecine moderne est faite pour juste soigner le corps. La véritable guérison inclut surtout dans le processus des mannes ancestrales la connaissance magique et la puissance magique. Est-ce qu'on me comprend? La connaissance magique et la puissance magique. Sinon, vous allez beau soigner le corps, eh bien oui, le mal va demeurer parce que la cause même au sein du cas demeure là, intacte. Et ça, si vous me comprenez, je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas cette maladie sur terre qui ne peut pas être guérie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes les maladies peuvent être guéries par la force des mannes ancestrales, par la magie et la technologie des mannes ancestrales. Et c'est ça que j'ai tenté de vous expliquer. Je sais de quoi je parlais. Vous savez, l'art sorcière et incantatoire, nous l'avons commencé à l'âge de 4 ans. Pourtant, quand vous me voyez, physiquement, je suis très jeune. L'art d'utilisation magique des feuilles, ou la connaissance des feuilles et l'art de leur utilisation dans les opérations, nous l'avons commencé à partir de l'âge de 4 ans. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas que nous ne sommes pas novices dans le domaine. Comme je l'ai coutume de dire, les preuves sont là. Moi, le premier processus de guérison, ou la première guérison que j'ai faite dans mon existence à quelqu'un, c'était à l'âge de 4 ans. Bon, de toute façon, nous ne sommes pas ceux qui vont fouiller des livres, qui viennent se présenter pour maître ou à la phytothérapie. Non, nous savons de quoi nous parlons. Apprenez à exploiter. Apprenez à vous connecter à l'énergie des mannes ancestrales, à leur fertilité, à leur virilité. Eh bien oui, vous serez toujours en bonne santé. Lorsque vous maîtrisez la technologie et la magie de la fertilité, de l'énergie fertile et virile des mannes ancestrales, vous pouvez guérir. Eh bien oui, c'est ça la vérité. Nous allons continuer dans le séminaire de demain. Ceux qui vont assister au séminaire de demain, eh bien oui, vous allez découvrir encore plus en profondeur. Ceci étant dit, je vous prie de vous abonner, ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Si vous avez aimé notre vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Que les bénédictions soient